Bien, bonjour à tout le monde, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis ravi. Je vais commencer. Moi, je vais vous dire chut, parce qu'on n'a parlé que de richesse, que de valeur. Et j'allais vous dire une chose, on est dans une société aujourd'hui où dès qu'il y a de la richesse et de la valeur, il faut taxer. Alors, c'est un vrai souci, c'est que si cette richesse, elle est là dans les entreprises, forcément, on va la taxer. Et c'est ce qui m'avait très intrigué lorsque j'avais vu le rapport Colin et Colin, lorsque l'on avait dit on va taxer les données des entreprises. Donc, j'allais dire que c'était très intéressant. Et finalement, monsieur le doyen, je voudrais garder cette idée de statistique parce que tant que l'on est dans des statistiques anonymes, je ne vois pas pourquoi je vais taxer. Et puis tout à l'heure, on va parler dans des statistiques qui sont dénominées avec des noms. Alors là, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Alors, je vais avec vous faire un petit parcours qui était intéressant. Et je vais répéter, mais comme je suis le dernier à passer, ça va me permettre de dire... Je suis assez content parce que c'est comme quand je vais expliquer à un juge, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le big data. Il me dit, c'est quoi ça? Je veux bien, mais c'est quoi? Alors, c'est un vrai problème parce que s'il y a de la valeur, il y a un préjudice et il faut le trouver. Alors, la première chose que je leur dis, la révolution numérique, c'est fini. Hein, on est aujourd'hui dans une société numérique et même dans une économie numérique. Et en 2004, on a eu une loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Alors, c'est très intéressant et je vais vous montrer aujourd'hui cette notion européenne. On est dans une société numérique de confiance et on va voir que derrière ça, toutes nos données qui sont gratuites le sont en fait parce que nous sommes les produits. Et ce que l'on a oublié de dire aujourd'hui, et ça m'avait véritablement intrigué, j'avais vu ça dans le New Yorker, il y avait un petit garçon qui disait, et je pense qu'il reprenait un débat qui avait eu lieu à Berkeley, il disait mais je ne comprends pas, sur Internet tout est gratuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que c'est moi le produit. Eh bien oui, ça veut dire que le consommateur est un produit. Alors jusqu'à présent, on nous a parlé de valeur, de richesse, mais on a oublié de nous dire que finalement le consommateur qui est le client est en train de basculer dans le produit. Et là, eh bien là, vous vous dites heureusement qu'il y a un avocat pour me parler, parce que je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir aussi qu'il y a aussi un autre problème. La dématérialisation est en train de bousculer complètement la notion de propriété. Traditionnellement, depuis les Romains, on savait qu'il y avait la propriété, c'était l'usus, le fructus et l'abusus. La société du big data, c'est une société, j'allais dire, d'usus, simplement. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière ça. Alors, juste un peu, et c'est important, mais on nous parle de déluge de données, mais en même temps, et ça a été employé ici, de récolte de données. Alors là aussi, il y a un problème, parce que si on récolte des données, moi, en tant que citoyen du monde, ou digital citizen, je voudrais savoir quand est-ce qu'on récolte ces données. Alors vous voyez, c'est un point important. On ne nous l'a pas encore dit, mais la récolte me pose une première problématique. La deuxième, c'est, si vous voulez, la définition. Un juriste, quand il se penche sur un problème, il ne peut avancer que par définition. Et il doit d'abord dire, eh bien, c'est un phénomène qui va désigner une croissance exponentielle. Ça, c'est très important, de volumes de données qui sont disponibles. Et le problème de la disponibilité, là aussi, est très intéressante parce que les lois ne sont pas les mêmes par rapport à la disponibilité. Et Internet nous avait posé ce problème de quelle est la loi qui s'applique. Vous voyez un petit peu quelles sont les données. Moi, je suis aujourd'hui spécialisé dans les questions d'e-réputation. J'ai plein de décisions que j'ai gagnées devant tous les tribunaux en France, mais je n'arrive pas à faire exécuter mes décisions parce qu'on me dit toujours c'est la loi de la Californie qui s'applique, faites une exéquatur et puis on verra si le juge américain décide d'appliquer cette règle. Et donc, je suis paralysé aujourd'hui pour essayer de faire de la désindexation. J'ai gagné plein de... Je ne parle pas de référencement, de désindexer. Et je vais pour plaider en disant, si j'ai pu indexer, je peux désindexer. J'ai des problèmes. Donc j'ai trouvé quand même le moyen, c'est aujourd'hui d'assigner Google en demandant des astreintes et puis de laisser passer les astreintes et de demander ensuite, parce que le juge de l'exécution, c'est le juge français, de purger les astreintes. Et donc on arrive à des sommes qui sont très intéressantes. Google n'est pas très content. C'est pas grave. Source de données, donc ça c'est un point intéressant pour parler du big data. On verra après si c'est un Goliath ou pas, et s'il a des pieds d'argile ou pas.
Mais en tout cas, nous voyons que les sources de données sont de plus en plus variées, et M. le doyen l'avait expliqué tout à l'heure, et puis tous nos intervenants brillamment en nous montrant que les données aujourd'hui, les textes, les vidéos, les sons, nos communications sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec un autre problème, on parlait qu'on peut surveiller tout ça, mais on n'est plus dans de la correspondance privée, mais je vais y revenir. Et puis on a des technologies qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser tout cela. Donc vous voyez, c'est un point important, mais ce qui est fondamental, grande révolution, Karl Marx ici est dépassé, c'est que aujourd'hui, à côté du capital et du travail, on a un autre élément qui est la donnée. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui perturbe tout le monde. Et l'affaire la plus intéressante, c'était le jour où la Poste a demandé à tous ses salariés de parler de l'entreprise. Et puis elle s'est rendue compte, parce qu'elle a eu plein de procès, que derrière ça, il y avait un droit à l'image, que derrière ça, il y avait une exploitation d'informations, de données, et que les personnes devenaient acteurs, et on avait des problèmes de comédiens. Vous voyez, c'est tout ça un peu, c'est des nouvelles visions, le salarié devenait un comédien, c'est une question qui est relativement intéressante. Parallèlement à ça, et tous nos spécialistes nous en ont parlé, l'entreprise stocke un maximum d'informations, mais ces informations, en fait, elles sont gaspillées, puisque, en réalité, dans les entreprises, 20 à 30% simplement des données eh bien, sont utilisées. C'est pour ça qu'on parle de véritable richesse, parce que va-t-il se passer lorsqu'on va utiliser toutes ces informations? Et en même temps, j'ai très très peur. Que va-t-il se passer sur toutes ces informations que l'on a collectées, dont on ne m'a pas dit quelle utilisation on allait faire? Et beaucoup d'entreprises ont collecté des informations et ne m'ont pas dit que c'était gratuit, comme l'a fait Google, Facebook ou Twitter. Donc, le vrai souci, parce que moi je suis un avocat des DSI, je suis l'avocat des marketeurs, des directions commerciales ou des directions juridiques, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de non-structuration des fichiers, et ça a été indiqué, il y a des outils pour cela, mais en même temps il y a un problème de gestion à l'intérieur des entreprises. J'étais tout à l'heure en train de parler avec Patrice d'un souci que l'on a eu à la fin de l'année. Plein d'entreprises ont reçu des lettres, article 29 de la loi 39 de la loi informatique et liberté, où une personne avait envoyé, poussé par des syndicats, en disant « Je figure dans vos fichiers, pouvez-vous me dire comment se fait-il que j'y figure et où j'y figure ?» Il a fallu simplement plus de 3 semaines pour que la DSI arrive à retrouver l'origine de ces fichiers. Et Patrice m'a dit, grand scoop, mais pour moi, un simple juriste, il m'a dit effectivement, tout 1 gigaoctet, c'est $18 000 de recherche, de frais pour une entreprise. Donc vous voyez un petit peu, là aussi on parle de richesse, on pourrait aussi parler de coûts. Mais cela étant, on va continuer pour le big data, parce que le big data apporte quelque chose de fondamental. C'est stocker, trier, analyser. Et le point de l'analyse est très important. Comme ça a été dit, c'est une véritable richesse, puisque, et c'est ce que je retiens ça d'aujourd'hui, c'est que hier, le visionnaire, c'était celui qui pouvait aller voir loin. Aujourd'hui, le visionnaire, c'est celui qui sait écouter. Il va écouter sur les mobiles, sur les réseaux sociaux, il va écouter les fichiers de tout le monde, et il sait écouter. Et nous avons toute une série d'éléments qui nous permettent de mieux écouter, parce que toutes les infrastructures, et ça aussi c'est un point important, eh bien, sont de plus en plus performantes. Réseaux de mobile à haut débit, data centers géants, terminaux intelligents et agiles, capteurs de systèmes de paiement numérique personnels, et puis ça aussi, le capteur avec cet ordinateur que l'on a dans la poche. Et demain, de plus en plus, on va pouvoir nous tracer, et on va en reparler là-dessus. Donc, c'est un point, et je terminerai sur cette grande présentation que j'aurais faite par rapport à un magistrat pour lui expliquer ce qu'était que le big data, c'est les données, toutes les données, et des données qui vont nous écouter. Ça, c'est un point important pour savoir comment on va les valoriser. Et alors, vous l'avez cité, mais je vais en ajouter un. C'est vrai que traditionnellement, lorsque l'on parle du big data, on dit le big data, c'est les 4 V, le volume, la variété, la vélocité, la valeur, je ne vais pas en revenir. En revanche, pour les professionnels du droit, il y a une nouvelle donne, c'est la validité, et donc c'est tout l'aspect de la loi, et notamment avec les lois européennes. C'est ce qu'on va voir, si vous voulez, là-dessus. Enfin, juste une dernière chose dans ce modèle, mais vous l'avez bien démontré, acquisition, stockage, structuration, et bien entendu, activation, c'est le modèle du big data qui se résume un peu avec ce que l'on dit, c'est le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, avec le meilleur produit sollicité. Donc, on se rend compte que tout repose sur l'analyse, une analyse qui se fait en temps réel, avec toutes les problématiques de géolocalisation, et puis donc qui va transformer cette relation client. Et comme on l'a indiqué, je suis très fier,
parce que pour moi ça avait été une découverte, mais vous l'avez bien indiqué, c'est qu'on est passé de la promesse à la réalité. Et donc pour moi, le juriste, c'est demain de grands conflits de publicité mensongère. Ça, je vous le dis, c'est le web. Et je viens de voir à Düsseldorf, en Allemagne, la première société de notation qui s'appelle la société Ecomi, qui justement avait fait des notations sur des produits pharmaceutiques. Elle vient de prendre une claque magistrale pour, en fait, information non objective de nature à tromper les usagers. Donc là aussi, la réalité aura aussi des conséquences et donc ça va augmenter la problématique de la publicité mensongère. Pour le directeur marketing, c'est bien entendu une connaissance client qui est importante, un engagement par rapport à son consommateur et puis une gestion de l'image de l'entreprise. C'est pour ça que certains nous parlent en fait de l'or noir du XXIe siècle. Et comme l'a dit monsieur le doyen, l'or noir n'a aucun intérêt si jamais il n'y a pas de raffinage. Or, c'est dans le raffinage que nous allons avoir des problèmes juridiques. C'est là, en fait, le cœur du problème. Et c'est ce que je vais voir avec vous, si vous me le permettez, avec une petite question mais je ne voudrais pas parler de Big Brother, mais elle est là. Est-ce une illusion de penser que je vais pouvoir être protégé, que je vais pouvoir protéger ma vie privée ou rendre mes données parfaitement anonymes à partir du moment où on sait tout sur moi? C'est un vrai problème majeur. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'on pouvait nous écouter. Enfin, moi, je suis simplement... je sais que les écoutes, il faut une décision de juge pour pouvoir écouter. Et je sais aussi que Skype dit qu'il n'est pas un opérateur de téléphonie et ça fait des problèmes. Donc, c'est vrai qu'il y a des soucis derrière tout ça. Alors, on va essayer de les voir ensemble. Premier constat, on parle beaucoup de big data, mais le droit est très éloigné de tous ces problèmes. Il n'est pas au centre des enjeux, alors qu'en fait, il ne peut pas y avoir de valeur, il ne peut pas y avoir de richesse sans règles pour les protéger. Donc, c'est un vrai souci. Et donc, finalement, on arrive aujourd'hui là-dessus avec ce problème du droit. Et vous allez voir que le droit, il va intervenir avec deux grands types de questions. La première, quelle est la nature de ces données? Et la deuxième, que se passe-t-il lorsqu'il y a des interconnexions entre les fichiers et comment on est protégé? C'est un vrai débat, une vraie question. Alors, la question qui est intéressante, c'est de savoir, et que l'on se pose tout le temps, finalement, on nous a parlé de plein de données, mais à qui appartiennent ces données? Ça, c'est un vrai enjeu. Nous, les juristes, on est allé discuter avec les organisations gouvernementales, etc., parce qu'il y a un vrai débat. Puisque vous savez que d'un côté, on a des données qui sont privées, et puis des données qui sont publiques. Passionnant ce débat. Alors, les données privées, ça peut être ceux d'une entreprise, ça peut être ceux de l'administration, de l'État, de particuliers, nos données à nous. Alors, pour les données de l'entreprise, on va voir que l'on est protégé en Europe par ce qu'on appelle la protection sur les bases de données. C'est très passionnant comme débat. Et puis, pour les données personnelles, on a une règle aussi en Europe qui nous permet d'être protégés, puisque à peu près dans toute l'Europe, sauf peut-être l'Angleterre, mais les Anglais sont différents, hein, ça a toujours été comme ça. On a, si vous voulez, on est protégé contre la collecte de données sans avoir manifesté son consentement. Alors, revenons sur le premier problème, les bases de données. Ça, c'est un point intéressant sur les bases de données. Et les bases de données, c'est la question qui est titulaire des droits sur les données. Alors, il y avait eu un gros enjeu en Europe parce que lorsque l'on était sur les bases de données, on avait une protection par le droit d'auteur. On parlait de propriété intellectuelle, on avait le droit d'auteur, mais vous savez très bien que pour qu'on protège par le droit d'auteur, eh bien, il faut qu'il y ait une originalité. Il fallait que ça soit quelque chose, un effort créatif. Le problème, c'est qu'une information, elle appartient à tout le monde. Une donnée, elle appartient à tout le monde. Comment on peut dire que c'est original? C'est plutôt banal. Donc, on est intervenu au niveau européen pour pouvoir être efficace face, en fait, aux Japonais et aux Américains, et on a créé la protection des bases de données, c'est-à-dire que lorsque l'on a produit une base de données, cette base de données et que l'on est à même de pouvoir justifier d'investissements matériels, humains et financiers, eh bien, on est protégé par un droit sui generis qui nous protège contre une extraction ou une réutilisation de ces données. C'est fondamental, ça. L'extraction ou la réutilisation de ces données. Et donc, à partir de là, il suffit simplement que vous démontriez que c'était des données qui étaient avec des qualités substantielles, et à partir de ce moment-là, vous pouvez aller devant les tribunaux et demander des dommages et intérêts. C'est
on peut en parler, mais c'était une affaire très intéressante. Vous aviez à un moment donné Free, enfin le Niel, du temps où il était, ça m'avait toujours perturbé ce phénomène. Il avait utilisé à un moment donné la base de données de France Télécom en inversant, en fait, vous savez, il y avait les numéros de la base universelle des téléphones, il avait les noms et les numéros, et il avait inversé, et c'était qui est quoi. Bon. Et en fait, j'avais été toujours surpris, il avait été condamné à une somme astronomique avec une astreinte par jour de retard. Et pendant des mois et des mois, il acceptait. Pourquoi? Parce qu'il faisait 7 fois le montant de l'astreinte. Bon. Donc, vous voyez un peu le problème. Donc, ça, c'est toujours... Aujourd'hui, on a plein d'affaires sur le web, de gens qui pompent, qui extraient des éléments de sites web, de données, de logiciels, etc., et qui, en fait, sont relativement... et vont les réutiliser. Et puis, donc, on attaque en démontrant que l'on est sur des extractions substantielles. On a toute une série de procès. C'est vrai que le droit des bases de données est un élément formidable. Donc, on peut protéger, mais le souci que l'on a, c'est qu'il y a des données, j'allais dire, privées, donc ceux des entreprises. On m'a demandé de faire vite, alors j'essaye d'accélérer, mais je vous donne mon énergie quand même. Hein. Donc, on a un vrai problème, c'est que l'on a ces données privées, donc des entreprises qui sont protégées, qui ont été mises dans des bases de données, avec des producteurs de bases de données qui ont des moyens, la contrefaçon pour attaquer, des données qui sont personnelles, on verra tout à l'heure, et puis on a d'autres données qui sont les données publiques. Alors ça pose une vraie question. Tout à l'heure, on a parlé de M. Obama, qui, grâce à ses élections, en utilisant toutes les données publiques, a pu gagner ses élections. Ça, c'est un vrai élément. On nous a dit, et j'ai appris ça, que lorsque l'on a des vraies données qui sont utilisées, bien traitées, on est 2,2 fois plus performant qu'une autre entreprise. Donc, vous imaginez toutes ces administrations qui ont des données, ces données qui sont publiques, et qui sont là et que l'on peut collecter. Alors, le principe, et ça a été mis en place, et surtout en France, c'est comme Légifrance, hein, c'est que ça doit être gratuit. Et donc le principe des données publiques, c'est qu'elles sont gratuites. Sauf qu'il est prévu que les données gratuites, parce que l'État les conserve, les traite, etc., eh bien, il y a une licence dessus, une licence commerciale, qui fait que vous pouvez les utiliser, mais moyennant une redevance, et surtout à des fins commerciales, et surtout en ne les modifiant pas. Il ne faut pas les modifier et puis il ne faut pas les altérer. Sinon, on a des problèmes. Donc, on a une vraie question qui se pose, puisque vous avez compris que derrière ça, il y a la question de la propriété. À qui appartient une base de données? Alors, je me suis fait un petit exemple que je vous posais là. C'est-à-dire, je m'amuse à aller et faire une cartographie sur toutes les bouches de métro. Et puis, j'en sors un programme, que je le mets là-dedans, et la question est de savoir, cette liste, à qui elle appartient? Est-ce que je peux être propriétaire de cette liste? C'est une vraie question que l'on a aujourd'hui. Est-ce que quand je fais des propos sur Twitter, qui c'est qui est propriétaire de mes propos? C'est Twitter ou c'est moi? Lorsque je fais des commentaires sur un site, c'est qui est propriétaire? L'éditeur du site ou moi? Comment on peut le réutiliser? Est-ce que j'ai un droit d'auteur? Est-ce que c'est comme quand je suis dans un public? Là, tout à l'heure, pour que l'on me filme, on m'a demandé une autorisation. Mais à vous, on ne vous a rien demandé parce que vous êtes de dos. Mais si on pouvait vous reconnaître, vous auriez peut-être des droits. Monsieur le doyen, un problème. Hein, excusez-moi. Donc, c'est une vraie question. Et là, la question sur les bouches de métro, donc je vous ai quand même donné la réponse. La réponse, elle est... Enfin, je ne voulais pas trop me compliquer, mais c'est parce que c'était avant vous. Bon. Si j'ai fait une liste avec toutes ces, et qu'après je l'ai mise sous une forme de fichier, etc., je suis dans une base de données et grâce à mon effort, j'allais dire, mon temps passé, les ressources que j'ai mis et les investissements que j'ai faits, je serai protégé et là, je pourrais interdire à quiconque de réutiliser ces données. Dans les autres cas, c'est vrai que ça pose un problème. Hein. Notamment en France, je peux vous dire une chose, notamment en France à l'heure actuelle, avec tous les éditeurs de logiciels qui sont terrorisés, puisque vous avez vu que la Cour européenne de justice considère que lorsque on peut aujourd'hui utiliser des fichiers d'occasion, s'ils ont été achetés légalement. Ce qui pose beaucoup de problèmes à toutes ces sociétés qui vous disent vous n'avez pas de licence et vous êtes des contrefacteurs. Aux États-Unis, c'est le contraire qui a été décidé dans la décision Redigit il y a 3 jours de ça, où on a considéré que vendre des fichiers MP3 de musique d'occasion sur un site, eh bien, ça ne pouvait pas être possible aux États-Unis puisque, en fait, on était dans le cas d'une atteinte, l'épuisement des droits n'était pas reconnu aux États-Unis. Donc, vous voyez, on est innovant. C'est bien, l'Europe peut innover. Alors, je vous ai mis un petit peu toutes ces questions.
Là aussi, on a derrière ça le droit les limites qui sont posées par la nature des données. Quelles sont ces limites? C'est vrai que dans le big data, on est dans c'est pas un domaine qui est restreint, mais il y a quand même des limites. Ces limites, on va les rencontrer notamment grâce, si vous voulez, à toutes les protections qui sont mises en place, et notamment par les données à caractère personnel. Alors là, c'est un point qui est relativement intéressant et qui nous perturbe. La loi informatique et liberté met en place un responsable de traitement en disant que ce responsable de traitement, il fait des déclarations en fonction de finalité. Pourquoi j'ai créé ce traitement? En fonction, si vous voulez, d'une proportionnalité, en fonction d'une sécurité, il doit tous les sécuriser. Là aussi, le big data pose de vrais problèmes de sécurité, vous en avez dit quelques mots. Et puis, bien entendu, en fonction également d'une certaine, j'allais dire, confidentialité. Et derrière ça, on a deux autres problèmes qui sont l'archivage de ces données. Que se passe-t-il? Pendant combien de temps? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, la conservation de ces données. Tout à l'heure, on nous expliquait, j'allais dire, bon, tous vous le savez, quand vous aviez des fichiers clients, vous ne pouviez pas les garder plus d'1 an, vos fichiers de prospects, sauf si jamais c'était des véritables clients, et puis c'était pendant le temps nécessaire, et c'était à peu près 5 ans. Sauf que maintenant, la CNIL vous a donné une autorisation de refaire vos déclarations et vous gagnez 3 ans. Donc toutes les sociétés, à la fin de l'année, tous les directeurs marketing ont redéclaré à nouveau leurs fichiers et tous les 3 ans, ils vont redéclarer leurs fichiers de telle manière à avoir pendant une durée indéterminée ces fichiers. Vous voyez, il y a des passerelles. Mais c'est vrai que ça pose de vraies questions. L'archivage est une vraie question. La conservation des données est une autre question. Ça doit faire l'objet d'arbitrage, mais dans le big data, on n'a pas de réponse. Et puis, vous avez la question des traitements. C'est-à-dire qu'on vous parle de big data, on vous parle d'une série d'informations, mais qui me dit que ces données sont licites, ont été collectées de manière licite, est-ce qu'il y a bien eu le consentement? Et donc c'est vrai que tout cela est générateur de vraies problématiques. Alors, ça va m'entraîner à parler avec vous des contrats. La clé, elle est là. La clé, elle va être dans les contrats que vous allez passer entre le client et le prestataire. Et donc, il va falloir avoir notamment des clauses tout à fait pointues, des clauses pointues sur d'où viennent les données, quel était leur statut, comment elles ont été collectées, pendant combien de temps elles sont conservées. J'allais dire une chose, de manière prudentielle, vous demanderez une garantie de jouissance paisible, ça c'est évident. Et puis, vous risquez d'avoir des nouvelles clauses que l'on voit de plus en plus apparaître avec des gens qui vont vous demander d'avoir un intéressement sur le résultat. Et là aussi, c'est une nouvelle donne parce qu'ils vont vous dire « je te donne des moyens de pouvoir stocker, de pouvoir trier, de pouvoir analyser, etc. mais tu n'en paies pas le prix. Mais en revanche, sur chaque nouveau client que tu vas pouvoir analyser et dont on aura fait un profil, je voudrais avoir un pourcentage sur les recettes qu'il va pouvoir générer. » Et donc là, on a des nouveaux types de contrats qui apparaissent avec de nouvelles clauses qui font aussi relativement débat. Ça c'est un vrai enjeu là-dessus. Donc finalement, vous le voyez, il faut donc faire un équilibre. Je suis dans les temps, hein, vous avez vu. Hein. De toute façon, je répondrai aux questions. Mais j'allais dire une chose. Le souci, le big data, c'est fantastique. Ça prouve que notre société est en pleine évolution. Mais il faut vraiment un encadrement juridique. Cet encadrement juridique, il est à 2 niveaux. Il est par les contrats, et vous devez être extrêmement vigilant dans vos contrats. Et puis aussi, il est par, en fait, j'allais dire, les règles qui sont mises en place, avec quand même deux grandes distinctions. On est, nous, en Europe, complètement paranoïaque. C'est ce que me disent souvent quand je discute avec mes confrères américains. On est paranoïaque, mais pour cause. En Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, on a su ce que c'était que les fichiers pendant les guerres. On a su ce que c'était et les dangers que cela pouvait faire. Aux États-Unis, en Angleterre, ils n'ont pas eu ces phénomènes. Donc, ils sont dans une règle de fair use où on peut, bien entendu, on vous donne des services et vous pouvez les utiliser. Oui, exact, c'est vrai aussi, c'est un problème. La Moldavie aussi, la Suisse aussi, finalement. La Suisse est tout près de nous et elle n'est pas qu'un paradis fiscal. Et j'ai beaucoup de sociétés qui se basent là-bas, les serveurs et tout ça. Donc, soyons vigilants. J'allais dire que le big data, c'est une très très bonne chose. On pourra en tirer de bons bénéfices. Il faut que la France soit dans ce marché. Et je suis très heureux de voir que des sociétés comme Thales ou d'autres sociétés sont présentes et proposent des services. Mais j'allais dire une chose, le service, c'est vous dans vos entreprises, avec les données que vous allez avoir. Et ce n'est pas un hasard si toutes les entreprises à l'heure actuelle sont en train de faire des audits de systèmes de traitement automatisé de données. Voilà, je vous remercie beaucoup.